Bonjour à tous. C'est un fait inédit dans l'assainissement des mœurs publiques, opération épervier lancée depuis 2006 au Cameroun, après la mise en détention provisoire de l'ex-ministre de la Défense, Edgar Alain Abraham. Son épouse Bernadette a elle aussi été écrouée à la prison centrale de Yaoundé. Pour la nouvelle expression, c'est un regroupement familial du couple Mbungo soupçonné d'avoir indûment perçu des sommes d'argent faramineuses dans le cadre d'un contrat d'achat d'armes entre une entreprise française et l'État du Cameroun. La déchéance du Golden Boy et tout-puissant ministre met en lumière un bilan inquiétant de l'opération Épervier. Le Messager constate que tout un gouvernement est en prison au Cameroun entre un ex-premier ministre, ancien directeur de cabinet civil, ex-secrétaire généraux de la présidence de la République et une trentaine de directeurs généraux d'entreprises publiques. Leur arrestation et condamnation à de lourdes peines de privation de liberté n'ont pas visiblement rien changé dans l'attitude des dirigeants vis-à-vis des biens publics. Pour le Messager, le vol se porte plutôt bien dans l'entourage du président de la République et dans les couloirs de la justice. Une autre affaire retentissante alimente de vifs débats dans les chaumières. Maurice Kamto, Christian Penda Ekoka, Paul-Éric Kingui, Albert Zangan et Valsero se plaignent d'être des prisonniers politiques au Cameroun. À la une de certains journaux, ils refutent les allégations du ministre de la Communication, leur attribuant les actes d'insurrection et d'hostilité contre la patrie. Cette sortie médiatique de Maurice Kamto et ses alliés intervient au moment où les Européens et Américains sont exaspérés de l'emprisonnement du principal challenger de Paul Biya à la dernière élection présidentielle et l'enlisement de la crise anglophone. Selon le journal français Le Monde, c'est désormais un conflit qui a pris le visage d'une sale guerre, à tel point que les foyers de tension dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont le théâtre de violations des droits de l'homme. C'est du moins ce que révèle le rapport 2018 des États-Unis sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Face à l'ampleur de la crise humanitaire et l'horreur des exactions commises sur des civils, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, en visite au Cameroun, envisage une conférence internationale sur la crise anglophone. Selon le journal français Le Monde, Washington menace de sanctionner les dirigeants camerounais si rien n'est fait pour mettre fin aux multiples crises que traverse le Cameroun. De son côté, Yaoundé crie à l'ingérence et Paris est embarrassé. Jusqu'où les Américains et Européens sont-ils prêts à aller pour favoriser la décrispation de la situation politique et sécuritaire au Cameroun? Existe-t-il un agenda caché dans la démarche de la communauté internationale à propos de la situation sécuritaire et du climat sociopolitique au Cameroun? Ces questions brûlantes d'actualité constituent le fil conducteur de Droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois un homme politique militant du MRC qui respire enfin l'air de la liberté après avoir passé 47 jours en prison. Le tribunal l'a déclaré non coupable et il est avec nous sur ce plateau. Angelbert Lebon-Dachua, bonjour. Bonjour Monsieur Le Feuillet et bonjour à nos nombreux téléspectateurs. C'est vraiment un plaisir pour moi de retrouver le plateau de Droit de réponse. Merci d'être avec nous ce dimanche. Le deuxième panéliste sur le plateau de Droit de réponse est André Luther Ameka. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les milliers de téléspectateurs. Bonjour aussi à Angelbert Dachua dont je vois la forme et la beauté. Cela veut démontrer effectivement que les Camerounais sont bien traités en prison. Et je voudrais aussi saluer tous les téléspectateurs du nord-ouest et du sud-ouest qui suivent sincèrement et particulièrement cette émission. Merci de m'avoir invité. Je précise que vous êtes militant du RDPC, le parti au pouvoir. Et sur ce plateau de Droit de réponse, deux grandes plumes de la presse écrite qui ont répondu présentes pour décrypter, analyser ces faits politiques qui vont être mis en débat dans cette émission. D'abord avec vous, Faustin Dicam, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à Angelbert, mon très grand ami qui a retrouvé sa liberté et dont je suis heureux. Bonjour à Edmond. Bonjour à mon ami d'à côté
Et je suis très heureux d'être là dans ce beau studio bleu d'Equinox Télévision. Je précise que vous êtes journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Tribune d'Afrique. Tout à fait. Et l'éditorialiste qui signe à la Nouvelle Expression et officie également comme consultant sur droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufélé, je salue tous les copanélistes, en particulier Angelbert Lebon d'Achoua, qui respire à nouveau l'air de la liberté. Merci. Je salue tous les millions de téléspectateurs fidèles d'Equinox Télévision. C'est dans un climat sociopolitique tendu que plusieurs Camerounais militants du MRC ont été arrêtés et placés en détention. L'un d'eux vient de recouvrer la liberté. Angelbert Lebon d'Achoua sur ce plateau avec nous. Dans quelles circonstances avez-vous été arrêté et placé en garde à vue à Yaoundé, Angelbert? Il faut simplement dire que c'est une histoire incroyable. Ce jour du 26 janvier, ce samedi-là, j'étais allé manger avec des copains à moi dans un restaurant. Et pendant que nous y étions, il y a une escouade des forces de l'ordre qui a débarqué, une quarantaine de policiers, pour manu militari nous jeter dans les camions et nous amener donc à destination du commissariat central numéro 1. Alors, lorsque vous arrivez dans ces locaux, quels sont les motifs de cette arrestation? Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? Alors, il faut déjà signaler que nous sommes arrêtés dans une procédure de flagrant délit pour insurrection, manifestation illégale. Voilà les faits qui nous sont reprochés pour 3 personnes qui étaient assises dans un restaurant en train de manger. Comment vous l'avez vécu lorsque on vous signifie de tels chefs d'accusation? Cela nous a simplement reconfortés dans ce que nous avons toujours pensé, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays où les droits des citoyens sont bafoués au quotidien, où l'injustice est l'arme aujourd'hui qui permet à nos gouvernants de pouvoir gouverner et se maintenir au pouvoir. Et je vous assure que pour le combattant des libertés que je suis d'abord, avant l'homme politique, c'est des situations qui nous rendent plus forts. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce pays et il faut les affronter. Après votre récit, Angelbert Lebon d'Achoua, j'aimerais avoir la réaction de Faustin Dikam. Comment vous appréciez les circonstances de l'arrestation d'Angelbert Lebon d'Achoua et sa mise en détention durant près d'1 mois et demi à Yaoundé? Je pense que nous luttons tous les jours pour avoir plus d'espace de liberté dans l'exercice de nos fonctions. Et c'est toujours gênant d'apprendre que quelqu'un a perdu sa liberté de quelque façon que ce soit. Et pour revenir au cas de M. Ndachoua, je voudrais simplement dire qu'il y a un temps pour toute chose, voyez-vous. Il s'est trouvé peut-être que ce 26 janvier, il était au mauvais endroit et au mauvais moment. Lorsque une manifestation qui est interdite s'est retrouvée dans la rue et où les militants d'un parti politique étaient confrontés aux forces de maintien de l'ordre, il peut se trouver que les uns, peut-être par zèle, d'autres, peut-être par ignorance, puissent interpeller ceux qui n'y étaient pas concernés. Toujours est-il qu'au bout du compte, la justice a démêlé les chevaux de cette affaire et il est libre et j'en suis heureux. Alors, sur la base de ce récit que vient de faire Angelbert Lebon d'Achoua, Edmond Kambia, vous êtes également juriste. Comment appréciez-vous ces procédures d'arrestation des personnes militantes du MRC durant ces jours entre le 26 et le 29 janvier 2019 dans les principales villes du Cameroun? Nous suivons de près tout ce qui se passe dans l'actualité depuis la marche pacifique organisée par le MRC à Douala, Yaoundé et dans d'autres villes du pays. Et nous avons constaté avec beaucoup de confrères la situation dans laquelle se sont retrouvés par la suite ceux qui ont marché et ceux qui n'ont pas du tout marché. Et c'est la situation de ceux qui n'ont pas du tout marché qui nous semble la plus rocambolesque. Comment comprendre qu'on puisse, dans le cadre d'un flagrant délit, je parle bien de 3, dans le cadre d'un flagrant délit, venir interpeller, arrêter des personnes
dans un restaurant en train de manger. Est-ce qu'au moment où ils sont en train de manger, en même temps ils sont en train de marcher? Il y a un problème. On ne peut pas parler de manifestation illégale et d'insurrection à des gens qui sont en train de manger dans un restaurant. Ça, c'est le premier questionnement qu'il faut se faire, qu'il faut dire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été interpellées dans leur véhicule, dans la rue. C'est le cas de Paul-Éric Kingé, qui était dans son véhicule. Et qui venait de manger avec moi. Qui venait de manger avec M. Dachwa. Et qui a été interpellé dans la rue, dans son véhicule. On lui a dit de sortir immédiatement dans son véhicule. Et voilà le contexte dans lequel on l'arrête et on lui attribue, on l'inculpe pour tous les motifs que tout le monde connaît, insurrection, rébellion en groupe, hostilité à la patrie. Est-ce que dans le cas d'un flagrant délit, on interpelle quelqu'un de cette façon-là, avec les chefs d'inculpation qui lui ont été accolés? Donc, ça c'est quelques exemples qui sont pris. On a vu le lundi 28 janvier, au domicile de M. Nzonga, qui a été lui-même interpellé ce même jour, arrêté ce même jour, avec le professeur Maurice Kamto, et plusieurs dizaines de personnes, cette nuit-là. On a vu comment un mandat de perquisition s'est transformé en mandat d'arrêt, d'amener. Donc il y a, ça c'est juste quelques exemples, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, où on a vu beaucoup de militants se retrouver à Yaoundé, partis. C'est-à-dire qu'on les a fait partie Manu Militari de Douala, de Tchan, de Bafoussam, de Bafan. Mais c'est le préfet de Mfoundi qui, lorsqu'il les rencontre, leur délivre, n'est-ce pas, une garde à vue administrative. Au terme d'une série de gardes à vue judiciaires, on ne comprend pas comment une garde à vue judiciaire peut se transformer en garde à vue administrative. Ça, c'est d'un. De deux, on ne comprend pas comment est-ce que le préfet de Mfoundi peut être compétent sur des personnes qui ont été interpellées dans un territoire autre que son territoire de commandement. Donc, il y a une série d'illégalités dans la procédure que nous avons constatées et que la plupart des avocats du collège, le collège des avocats, n'est-ce pas, de Maurice Kamto et de la centaine de personnes qui ont été interpellées, ont mis en valeur et qui, malheureusement, n'ont pas pu prospérer au niveau de la demande d'habeas corpus. Il va falloir véritablement s'interroger sur l'État du Cameroun qui proclame être un État de droit, mais qui, visiblement, sur la base des faits, des réalités, on se rend compte que la justice refuse de dire le droit. Et c'est une grosse interpellation que je fais à la justice camerounaise. Parce que la constitution du Cameroun proclame le pouvoir judiciaire. Ce n'est plus l'autorité judiciaire, c'est le pouvoir judiciaire. Mais visiblement, dans cette affaire, nous avons le sentiment, nous, dans la presse, que la justice est à la solde de l'exécutif. Et c'est véritablement dommage, M. Noufeli. Cette vague d'arrestation des militants du MRC et leurs principaux dirigeants a amené l'Union européenne et les États-Unis à exprimer de vives inquiétudes sur la dégradation de la situation politique au Cameroun. Avec vous, André Luther Meka, y a-t-il un acharnement et un usage disproportionné de la force publique contre certains leaders de l'opposition, comme le pensent l'Union européenne et les États-Unis? D'abord que lorsque vous entendez le récit de Angelbert Dachwa, on peut s'en émouvoir. On a même du répit, on a l'impression, on est émotionnel, parce que véritablement, tel que cela est raconté, cela peut susciter, recueillir des larmes, même chez les terroristes. Mais en fait, le problème, c'est que ce que nous devons savoir, c'est que il y a ce qu'on appelle en politique l'officiel et l'officieux. Et il y a ce qu'on appelle l'implicite et ce qui est pratiquement tacite, implicite et ce qui est explicite. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans les mesures de sécurité, quand il y a des problèmes à risque, il y a un certain nombre d'insécurités dans une ville, on cible les leaders, on cible les zones à risque. Et il se peut qu'effectivement, tous ceux qui ont été ciblés et qui étaient pistés comme des entrepreneurs du chaos, comme ceux qui sont en train de fomenter un coup contre la République, il se pourrait certainement que M. Angelbert Dachwa était sur la liste. Et ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que dans le récit émouvant et assez émotif qu'il raconte, ils étaient en train de manger. Et bien, c'est bien de manger.
Mais vous allez constater que tous ceux qui mangeaient étaient des militants du MRC. Ah. Et d'ailleurs... Il est interdit à ces militants-là aujourd'hui de manger. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. On ne peut pas vous interdire de manger, c'est un droit vital. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'était des militants du MRC. Et il me semble même que dans le récit encore, M. Paul-Eddy Kingay les a rejoints. Donc automatiquement, ce n'était pas un dîner ordinaire. Il s'agissait là effectivement d'une réunion d'un think tank, d'une réunion politique autour d'un petit déjeuner. Et ce qui se passe en fait dans ce sens, c'est que ces foyers de réflexion, ces foyers, j'allais dire, de bastions de la révolution, entrent dans la nasse de la police. Et c'est dans cette nasse qu'on sépare le bon grain du livret. Et je suis fier aujourd'hui que la justice a trouvé que M. Angelbert Dachwa était effectivement seulement en train de manger. Alors justement, mais il y a cette sortie de l'Union européenne et des États-Unis qui estime qu'il y a un acharnement judiciaire et un usage disproportionné de la force publique contre certains leaders de l'opposition au Cameroun. C'est une réalité. Oui, bon, c'est un avis, c'est un avis. Et je tiens aussi à rappeler à tous les Camerounais, à tous les Africains, que hier encore, je regardais l'actualité et j'ai constaté que l'acte 18 des génies jeunes a fait des ravages. Il y a eu des restaurants cassés, il y a eu effectivement beaucoup d'entreprises cassées. On relève près de 230 personnes interpellées, 144 se trouvent en garde à vue. Hein? Moi j'ai scruté la radio le matin, les informations, je n'ai pas vu l'Union européenne demander qu'on les relâche, je n'ai pas vu ça. Donc j'attends encore. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes un pays qui effectivement est un pays libre. Et il faudrait que lorsqu'on est un pays libre, qu'on assume, n'est-ce pas, notre justice. Il ne faudrait pas que, sous le prétexte que nous sommes un pays africain, que nous sommes des Noirs, que nous soyons piétinés. Parce que tous ceux qui veulent faire l'éloge de la faute, la généralisation de la faute, ce qu'on appelle la démocratisation de la faute, qu'ils sachent que cela va se répandre dans tout le monde entier. Voilà, nous sommes en France. Et en France, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu la barbarie, vous avez vu effectivement comment les Français se sont pris à leur République. Ils ont bien fait de copier le Cameroun et de pouvoir mettre la loi anti-casseur. Mais ce qui est important, c'est de dire que aujourd'hui, si on commence à faire cet éloge de la faute, à faire cet éloge de casse, nous sommes un pays de verre, nous sommes un monde global. Cela va se répandre même dans ceux qui pensent que ils sont des pays forts. Je vais conclure en disant que le peuple africain, les Camerounais ne doivent pas se complaire dans l'état de peuple dominé, d'État dominé et État dominant. Nous ne devons pas nous complaire dans l'État mondialiseur et l'État mondialisé. Nous ne devons pas nous complaire à l'État faible, à l'État fort. Pourquoi acceptez-vous que lorsque des Camerounais s'élèvent contre leur République, déstabilisent la sécurité, chassent les investisseurs par cet état précaire et qu'on ne puisse pas prendre des mesures sécuritaires pour que les Camerounais puissent... Justement, à la suite de vos explications, André Luther Meka, Angelbert Le Bon Dachwa, vous avez suivi André Luther évoquer les raisons pour lesquelles vous auriez pu vous retrouver en train d'être arrêté et placé en détention durant plusieurs mois pour permettre à la police de mener des enquêtes pour savoir si oui ou non vous êtes impliqué dans ces marches qui ont été organisées au Cameroun. Et votre réaction, comment avez-vous vécu cette épreuve et dans quel état d'esprit se trouvent aussi vos camarades politiques? Je ne peux pas laisser André Luther dire avec autant de facilité, d'aisance, un ensemble de choses pas justes du tout. Je ne vous souhaite pas d'être à la place de ces Camerounais-là, des camarades à moi, qui sont aujourd'hui incarcérés à Kondengui. Je ne vous souhaite pas d'être à leur place, pour essayer de comprendre ce qu'ils vivent en ce moment. Ils vivent le martyre dans leur chair. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous parlez ils se sont levés contre la République. Quelle République? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 180 qui sont en prison aujourd'hui? Qu'est-ce que M. Kamto a fait? Est-ce qu'aujourd'hui, vouloir le mieux et le bien pour son pays devient un danger? Est-ce qu'aujourd'hui, au Cameroun, faire de la politique devient dangereux? Comme tout le monde me dit, comme tous mes amis me disent, ma famille me dit, fais attention à toi.
Est-ce qu'il devient dangereux de faire de la politique aujourd'hui au Cameroun? Mais c'est parce que le Cameroun aujourd'hui n'est pas un pays isolé, que des personnes, des gens, vous avez cité la France tout à l'heure, vous citerez certainement aussi les États-Unis tout à l'heure. C'est parce que ces personnes-là qui ont de l'expérience en termes de droits humains, de liberté et de démocratie, aujourd'hui peuvent nous dire attention. Attention parce que si ça continue comme ça, on fonce droit dans le mur. Moi j'en profite, Cédric, si vous le permettez. J'aurais d'ailleurs dû commencer par cela. Saluer tous mes autres camarades qui sont restés à la célèbre prison et centrale de Kodengui et la prison principale où est détenu, et je sais que vous aurez envie de bondir de votre chaise, où est détenu le président Kamto, le président élu en dehors de toutes les fraudes électorales. Il faut arrêter cette blague. Voilà. Donc, je leur apporte toute ma solidarité et tout mon soutien. Et justement, cette semaine, le professeur Maurice Kamto et les autres alliés du MRC disent être des prisonniers politiques. Pourtant, on vient de suivre André Luther Casse aligné sur la position du gouvernement qui pense qu'il a arrêté, il a laissé la justice procéder à des arrestations des personnes soupçonnées d'être impliquées dans des actes de casse, de saccage des ambassades et qui sont accusées d'insurrection et d'hostilité contre la patrie. Non, moi je dis à un moment donné, il faudrait qu'on soit sérieux. Et je pense que le plus simple pour nos gouvernants aujourd'hui, c'est peut-être d'interdire l'existence des partis d'opposition et qu'on revienne au parti unique. Il faut à un moment donné qu'on arrête de rigoler. Monsieur Kamto a arrêté pourquoi? D'avoir marché. Est-ce que c'est pour avoir marché qu'il se retrouve aujourd'hui incarcéré à la prison principale de Kodengui? Est-ce que c'est pour avoir marché aujourd'hui qu'il est poursuivi devant un tribunal militaire? Mais arrêtons. Quelle activité politique voulons-nous dans ce pays? Nous voulons quoi? Des bénis oui-oui? Marcher est un droit fondamental. Maintenant, le parallèle qu'on voudrait faire avec l'ambassade du Cameroun à Paris est ridicule. Il y a des personnes qui sont allées dans cette ambassade à visage découvert. Le Cameroun a une représentation en France, mais que cette représentation porte plainte auprès des autorités françaises. La France n'est pas un pays anarchique ou d'anarchie quand même. Donc que les autorités camerounaises portent plainte, qu'une enquête soit faite et qu'on puisse donc établir le lien entre la casse qu'il y a eu au niveau de l'ambassade du Cameroun à Paris et le président Kamto. Pourquoi à chaque fois poser la charrue avant les bœufs? Mais on les comprend très bien. On comprend très bien que c'est pour pouvoir aujourd'hui bâillonner, embastiller tout leader politique qui pourrait aujourd'hui faire face à ce régime. Et le président Kamto est le seul, je ne vais pas m'inventer, est le seul qui aujourd'hui fait véritablement face à ce régime. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre de côté. Et quand on met quelqu'un, un homme politique de côté, avec des moyens très peu orthodoxes, ça s'appelle faire de lui un prisonnier politique. Justement, à votre suite, André Luther, est-ce que vous pensez effectivement que le professeur Maurice Kamto est un prisonnier politique au Cameroun? Il estime qu'il a été arrêté du fait de ses activités politiques, de la marche qu'il a initiée le 26 janvier, à la fois pour poser un certain nombre de revendications sur le plan social et politique. Non, de prime abord, s'il y a quelqu'un qu'on doit retenir, c'est le professeur Maurice Kamto. Et pourquoi? Et notamment les trois mousquetaires, M. Pende Koka et M. Albert Zongang. Pour moi, je suis d'avis qu'on laisse les autres. Ils ont été des suiveurs. Ils n'avaient pas le programme politique même de Maurice Kamto. Ils ont été des suiveurs. Pour moi, on peut laisser M. N'Djamène, on peut laisser Mademoiselle Ndoki, on peut laisser les autres, mais les trois mousquetaires doivent rendre compte à la République. Je voudrais d'abord répondre à M. Algébé Ndachwa qui est très émotif, et c'est normal, hein, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que la casse ne s'est pas passée dans le territoire français. La casse s'est passée dans le territoire camerounais. L'ambassade du Cameroun en France, c'est le territoire camerounais.
Donc les Camerounais sont le Cameroun a la capacité, n'est-ce pas, d'agir en tant que pays autonome. Donc c'est pas un territoire français. C'est un territoire camerounais. Je vous ai écouté religieusement. Non, c'est juste pour apporter une précision. Vous dites que c'est un territoire camerounais. C'est vrai, ça ne se discute pas. Mais vous devez aussi savoir qu'avant ces événements, il y a un des hauts responsables de cette même ambassade, donc de ce territoire français, qui avait écrit pour demander du soutien à la police française. Permettez à André Luther d'aller jusqu'au bout de son analyse. Non, vous savez, il sort de prison, donc s'il veut prendre la parole, je vous en prie, André Luther, oui. Allez-y. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est le territoire camerounais, c'est pas le territoire français. Et vous savez très bien qu'il y a des accords, que lorsqu'une ambassade se trouve dans un pays, il est notamment important que le pays d'accueil puisse, n'est-ce pas, aussi assurer sa sécurité. C'est dans cet ordre d'idée que l'ambassadeur a écrit, n'est-ce pas, à l'État français de pouvoir donner des renforts par rapport à cette crise qui était, n'est-ce pas, prémédité, qui était conspiré et qui était visible. Mais ce que je veux dire, c'est que il est important de le savoir, parce que si on ne le dit pas, ça va devenir dangereux. Ce n'est pas parce que vous êtes un leader politique que vous êtes exempt, n'est-ce pas, des infractions et que vous avez l'immunité devant la justice. C'est très dangereux là où vous allez. C'est très très dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez tirer sur un Camerounais et parce que vous êtes un leader politique, on vous arrête, vous prenez la casquette d'homme politique et dit que vous êtes des prisonniers politiques. C'est très dangereux. Non, je ne fais pas exprès. Nous sommes en train d'ouvrir une boîte de Pandore qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, on va penser que lorsque vous avez la casquette d'homme politique, des leaders de partis politiques, vous avez l'immunité. Vous voyez aujourd'hui... Pour vous, vous avez estimé qu'il faut maintenir en prison le professeur Maurice Kamto et certains de ses alliés politiques. Pour quelles raisons concrètement? Parce que c'est eux les leaders. Parce que c'est eux qui ont conçu cette politique, n'est-ce pas, de déstabilisation du pays. Laquelle? Laquelle? Je vous en prie, allez-y. Aujourd'hui, c'est déstabilisé. André Luther, allez jusqu'au bout de votre analyse. Dans une sortie, dans une télévision concurrente, lorsque je représentais mon candidat, j'avais demandé aux jeunes de ne pas voter le professeur Maurice Kamto. Parce que, étant un initié de la communication, j'avais constaté que tous ces effigies étaient en rouge. Ils avaient les bulletins rouges, les tricots rouges. Et moi, j'ai lu la Révolution. Mais comme moi, je m'appelle Meka, et que peut-être que je ne suis pas là où il faut être, les gens m'ont pas suivi. Et ça n'a pas tardé. Par la suite, lorsque lui-même, ayant été ministre délégué à la justice, avait fait un éditorial pour dire que le Conseil constitutionnel, c'est comme un dogme. Lorsqu'on a déjà proclamé les élections, on ne doit pas, n'est-ce pas, contester ces élections. Il est entré dans la NAS, il est entré dans la rébellion contre les lois, et il s'est autoproclamé jusqu'aujourd'hui. J'ai des frissons lorsqu'il dit le président élu. Heureusement que les téléspectateurs, parfois, on se dit c'est une douce folie, parce qu'il n'a pas été élu. Il n'a pas le droit, après la proclamation des résultats, de pouvoir, n'est-ce pas, faire des marches en s'autoproclamant président. J'ai dit, ça c'était un désordre. Et c'est sur ce plateau que j'ai dit, mais à cette allure, moi je pense que le chef de l'État va au-delà de Jésus-Christ, parce qu'il fallait qu'il y ait de l'ordre. Il fallait qu'il y ait de l'ordre, et nous sommes fiers qu'il y a de l'ordre. Regardez comment les Camerounais respirent la paix. Ils vaguent à leurs occupations. C'est de comprendre qu'on a estimé cette atmosphère belliqueuse. Et les Camerounais ont commencé à respirer la paix. Mais les partenaires du Cameroun n'ont pas la même appréciation de la situation politique du pays. Il y a cette sortie de l'Union européenne qui estime qu'il y a une dégradation de la situation politique du Cameroun qui est liée avec l'arrestation du principal challenger de Paul Biya à la dernière élection présidentielle. Et avec vous, Edmond Kamga, vous avez suivi cette déclaration commune de Maurice Kamto et ses alliés. Ils estiment qu'ils sont des prisonniers politiques. Et un avis que ne partage pas André Luther Meka sur ce plateau, qui pense que Maurice Kamto doit rester en prison puisqu'il est, selon lui, l'instigateur de cette tentative de déstabilisation des institutions de la République du Cameroun. D'abord, je vais commencer à dire à mon ami Meka qu'il cesse de blasphémer. Il ne faut pas passer tout le temps sur ce plateau, lorsque vous êtes invité, à dire que Paul Biya va au-delà de Jésus-Christ. C'est du blasphème, monsieur Meka. Vous ne pouvez pas comparer Paul Biya avec Jésus-Christ. Non seulement
Parce que Jésus est Dieu. Il est vrai homme et vrai Dieu. Et Paul Biya n'est qu'un seul, n'est qu'homme. Il n'est que poussière. Il va retourner poussière. De deux. Le Cameroun vit une situation intenable, invivable. Il n'y a pas la paix au Cameroun. Nous sommes en guerre. Dans au moins 7 régions du Cameroun, nous ne sommes pas en paix du tout. Il dit 7 des 10 régions du Cameroun sont en crise. Crise politique, crise sociale, crise économique, crise humanitaire. C'est la dernière en date. Nous sommes en crise humanitaire. Nous importons même chez des voisins chez qui nous étions considérés comme le guenille. Nous importons au Gabon. De quoi manger? Du plantain, de la banane. Vous dites que... Non, cessez de raconter des histoires, M. Meka. M. Moufele, l'heure est grave. C'est parce que l'heure est grave que les amis du Cameroun, les partenaires, comme l'Union européenne, comme les États-Unis et comme d'autres institutions internationales s'attardent sur la situation que connaît le Cameroun, sur le plan politique, sur le plan social. Nous avons une crise grave dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui n'ont pas trouvé de solution. Et plus le temps passe, plus la situation s'aggrave. Sur le plan éducatif, tout simplement, il n'y a pas eu école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et la plupart des populations sont déplacées dans les régions francophones. Une bonne partie se retrouve au Nigeria, dans le pays frère, comme réfugiés. Ce que nous n'avons presque jamais connu, d'avoir des Camerounais réfugiés dans les pays voisins. C'est plutôt les pays voisins en crise qui faisaient venir leurs citoyens au Cameroun, qui a toujours été un pays d'accueil pour tout le monde. Et à partir de là, on ne peut pas dire que le Cameroun est bien gouverné, est bien géré, du tout. Pour rentrer pleinement dans le sujet, M. Moufele, quand on voit la convergence dans les réactions de l'Union européenne et des États-Unis, quand on constate l'arrivée au Cameroun du sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, qui a précédé sa visite par des déclarations fortes sur les médias internationaux et qui a été très clair sur 2 principaux sujets, à savoir le MRC, où il a dit il faut libérer Maurice Kamto et tous ses partisans. Sur le deuxième point, concernant la crise anglophone, il a estimé que le gouvernement ne joue pas franc jeu, que le gouvernement donne l'impression de n'être pas être sérieux dans la recherche des solutions véritables et durables à la crise anglophone. Et c'est la raison pour laquelle il a proposé, entre autres choses, un forum international pour que le monde entier puisse un peu s'attarder sur la situation du Cameroun. Si le gouvernement camerounais constate sa défaillance à régler cette crise, et je suis heureux qu'il soit là, il a demandé à rencontrer le chef d'État, j'espère qu'ils vont se retrouver, et peut-être on aura dans les jours qui suivent une solution à ces problèmes. Et devant cette communauté internationale, il y a une guerre médiatique entre le MRC et le gouvernement, qui chacun présente des arguments pour justifier sa prise de position. Faustin Djikam, vous l'avez observé, déclaration commune de Maurice Kamto et ses alliés pour s'adresser à la communauté internationale en indiquant qu'ils sont des prisonniers politiques. De l'autre côté, le gouvernement qui jure la main sur le cœur que le Cameroun est un état de droit et que Maurice Kamto et ses camarades ont été arrêtés pour des faits de droit commun. Comment analysez-vous cette guerre médiatique entre l'opposition et le gouvernement devant la communauté internationale? Je voudrais d'abord qu'on s'entende sur un point. Il faut qu'on essaie de recentrer le débat. On n'est pas venu ici pour un débat sur le MRC et le RDPC. Nous sommes venus ici parce qu'on nous a dit qu'il y a une crise sociopolitique au Cameroun que certains amis du Cameroun dénoncent depuis un certain nombre de temps. C'est là-dessus que nous devons parler aux Camerounais et non de faire une fixation sur 2 partis politiques, le MRC et le MRC. C'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Parce que ce soit le sous-secrétaire d'État américain ou alors l'Union européenne, la représentante de l'Union européenne ici, ils ne se sont pas seulement limités à dénoncer ce qui se passe dans le MRC relativement au pouvoir RDPC. Je crois qu'ils ont parlé d'autres crises, pour lesquelles, je suis heureux d'ailleurs de le dire ici, pour lesquelles mon ami Edmond a parlé tout à l'heure. Pour revenir à votre question, c'est tout à fait normal que chaque fois que les droits de l'homme sont attaqués, que chaque fois que la personne humaine ne vaut plus quelque chose dans un pays, qu'il y ait des organisations, parmi lesquelles les médias, pour dénoncer. Je crois que c'est l'une de nos missions, dénoncer les retards d'une société qui se délite. Nous sommes dans un pays
qui est en pleine marche vers plus de démocratie. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de mésententes. Il est tout à fait normal que certains amis de ce pays donnent leur point de vue. Mais les avis qu'ils donnent ne sont pas du tout l'évangile. Le plus souvent, on peut donner un avis de là où on se trouve sans avoir toutes les informations de la situation. Ici, sur ce plateau, j'ai appris certaines choses. Moi aussi, parce que le journaliste ne cesse d'apprendre. J'ai appris certaines choses qui ont été évoquées ici par Angelbert, comme par notre collègue d'à côté. Donc c'est pour vous faire comprendre que les médias, en tout temps, ne devraient jamais cesser de jouer leur rôle. Les médias jouent leur rôle de dénonciation, mais aussi d'information. Mais il ne faut pas oublier que chaque fois que nous sommes dans un débat, nous tentons d'oublier que nous sommes dans une république. Quel que soit ce qu'on va dire ici, nous sommes d'abord dans une république, on doit respecter un certain nombre de choses. Vous avez dénoncé ce qui s'est passé avec les militants du MRC. Je peux en convenir. Mais venir ici, continuer à dire aux Camerounais que le président élu, c'est Kamto, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que aucune institution légale n'a déclaré Maurice Kamto président élu. Il faut faire très attention. Nous sommes dans une république. Il ne faudrait pas que demain, lorsque nous aussi, en fait, ces militants du MRC seront au pouvoir, que quelqu'un d'autre se comporte comme lui, il s'est comporté la dernière fois, et que des gens viennent dire non, c'est toujours lui le président, c'est très grave. Il faut faire très attention. Nous sommes dans une république, une institution que lui-même a reconnue, et pour lequel même il a d'ailleurs travaillé dans la constitution, dans la création, a déclaré un président élu et qui a prêté serment. On peut dénoncer cela, on peut refuser. On peut refuser et saisir les tribunaux. Mais à chaque fois, venir au stade actuel des choses, continuer à tourner le couteau dans la plaie, c'est normal. Alors, et c'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui ont choisi de rester tranquilles. Parce que maintenant, on ne sait plus si c'est pour une lutte pour plus de droits de l'homme, pour plus de liberté, que les partis politiques qui sont allés aux élections et qui, peut-être, comme ils disent, se sont vus retirer, ôter leur victoire, luttent, ou alors c'est pour autre chose. Il faudrait que nous soyons clairs. Moi, je l'ai dit d'entrée de jeu ici que c'est très bien. On a arrêté de façon cavalière Angelbert et ses autres camarades, ce qui n'est pas normal. Personne ne peut accepter ça. Mais, au bout du compte, il s'est trouvé que la justice s'est rendue compte qu'il n'y était pour rien dans cette affaire. On l'a libéré. Et sur le cas, Kamto, qui estime être un prisonnier politique au Cameroun, ses alliés et lui, dans une déclaration qui a été rendue publique, qu'en pensez-vous? Mais c'est son droit. Il viendra un temps pour démontrer tout cela. Il le dit. Il sait pourquoi il le dit. Il a peut-être de bonnes raisons de le dire. Mais quand viendra le temps de la justice, lorsque nous serons devant les tribunaux, alors tout le monde comprendra si à la fin, Kamto a raison de dire, avec ses camarades et ses alliés qui sont des prisonniers politiques, ou pas. Ne faisons pas le travail des autres. C'est un candidat respectable qui a été à une élection présidentielle, qui a été embastillé parce qu'il a organisé une marche, dit-on, qui a été interdite par les autorités, qui se retrouve en prison, qui refuse d'être jugé par un tribunal militaire, mais tout cela, c'est de son droit de le faire. Et il viendra un temps où on lui donnera la parole publiquement devant un tribunal pour qu'il s'exprime. Et dans la dernière actualité, Faustin Dicam, il y a le célèbre avocat français, Maître Dupont-Moretti, membre du collectif d'avocats qui défend Maurice Kamto, qui s'est exprimé samedi à Yaoundé. Il révèle que Maurice Kamto est prêt à dialoguer et discuter avec Paul Biya sur la présidentielle 2018 et d'autres préoccupations de la vie nationale. Oui. Angelbert, le bon permettait à Angelbert d'expliquer la démarche et l'intérêt de cette initiative qui a été évoquée par
l'avocat français qui a rencontré Maurice Kamto. Quel est l'intérêt d'une telle initiative, celle de vouloir rencontrer Paul Biya maintenant? Moi, je pense que le président Kamto a toujours été constant. Durant la campagne, il avait même déjà fait la proposition de se porter garant personnellement pour la sécurité du président sortant ainsi que toute sa famille. On est dans un jeu politique. Je pense que M. Meka tout à l'heure, avec un peu d'humour, parlait de mon émotion. Mais comprenez-moi, l'heure est grave. On a l'impression aujourd'hui que peut-être que le président Biya lui-même ne sait pas ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Et quand on est dans ce type de situation, il est normal que l'adversaire d'en face essaye de tendre la main, essaye de proposer des solutions pour qu'on sorte de là. Il s'agit de quoi? Il s'agit de trouver des solutions pour libérer ce pays. Il faut trouver des solutions pour libérer ce pays. Si ça passe par un dialogue franc et sincère, en tête-à-tête, entre le président Kamto et le président Biya, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il ne faut rien exclure. Dans tous les cas, l'objectif est le même. Il faut libérer le Cameroun. Donc si ça passe par là, je demanderai bien au président Biya, pourquoi pas, d'accepter ce tête-à-tête. Et on verra bien ce qui sortira de là. Une rencontre entre Maurice Kamto et Paul Biya, les deux principaux adversaires durant la dernière élection présidentielle. André Lutermeka, vous êtes favorable à une telle rencontre entre Maurice Kamto et le président Paul Biya? Pour faire quoi? Qui suis-je? Disons que moi, je n'ai pas d'avis. Moi, je n'ai pas d'avis à donner dans ce sens. Et je ne sais pas pourquoi ils devraient se rencontrer. Il y a un président qui a été élu, qui a prêté serment et qui est en train de gérer le mandat sereinement. Et les Camerounais sont en train de voir les réalisations sur le terrain. Donc, pour moi, cela participe. Mais dans plusieurs pays africains, on a vu Kenyatta rencontrer Raila Odinga après l'élection présidentielle au Kenya, avec les contestations qu'il y a eu. On voit toujours un chef d'État réélu, déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, rencontrer son principal adversaire quelques mois après, concernant la vie politique du pays en question. Est-ce que pour vous, une telle démarche n'est-elle pas salutaire en ce moment où il y a un climat politique plutôt tendu? Ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai apprécié l'humilité de l'avocat Moretti, qui est venu certainement très encensé. Je me pose même des questions à savoir, il a tellement un sentiment d'appartenance très fort de Maurice Kamto avec ces blancs-là. Donc moi je me dis, ça devient quand même intéressant. C'est pas Biya qui lui fera la leçon surtout. Non, mais je trouve qu'il a un... Non, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'avoir une appartenance forte. C'est pas Biya qui lui fera la leçon. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est le candidat c'est le candidat de ces gens-là, mais c'est pas mauvais. Mais ce que moi je dis, c'est que ce que j'apprécie, c'est cette humilité de cet avocat qui essaie de jouer le médiateur pour faire en sorte que le professeur Maurice Kamto s'en sorte. Parce qu'en fait, il est dans le pétrin. Les accusations sont tout aussi graves que dangereuses. Mais ce que je veux dire, qui est très important, c'est qu'il faut qu'on sache, et j'insiste là-dessus, que le Cameroun devrait se gérer par les Camerounais. Le Cameroun devrait, s'il y a concertation, s'il y a réunion, s'il y a réflexion, que cela se fasse avec les Camerounais. Monsieur Tibor Nagui, pour ceux qui ne le savent pas, était l'adjoint de l'ambassadeur des États-Unis de 1990 à 1993. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était le collaborateur direct de Madame Frances Cook. Allez savoir ce qu'elle a fait pour ce pays. Et vous allez comprendre quel est, n'est-ce pas, l'élan et la hargne, n'est-ce pas, de ce secrétaire d'État. Mais je voudrais lui dire, et j'espère qu'il nous regarde, que parmi tous les pays du monde, les États-Unis ont connu la guerre de sécession. Je dis bien les États-Unis ont connu la guerre de sécession. Parce que, effectivement, les États du Nord voulaient embasiller les États du Sud
sur l'abolition de l'esclavage et pour mettre, n'est-ce pas, un secteur industriel florissant, alors que dans les États du Sud, ils étaient encore dans l'industrie agraire avec un certain nombre d'esclaves. Il y a eu 620 000 morts. 620 000 morts d'histoire, l'une des guerres les plus meurtrières de sécession au monde. Et lorsque le général Ulysse Grant s'est emparé de ces États du Sud, les États du Sud ont capitulé. Est-ce que le Cameroun doit en arriver? Je suis en train de... Est-ce que le Cameroun doit en arriver? Il n'y a pas eu de dialogue là-bas. Il n'y a pas eu de dialogue là-bas. Cette histoire est marbrée sur l'histoire des États-Unis. Il n'y a pas eu de dialogue là-bas. Donc moi, je suis surpris que des gens qui ont connu de telles atrocités puissent venir effectivement au Cameroun donner un certain nombre de leçons. Je dis non. Je dis non. Nous sommes au XXIe siècle. Et au XXIe siècle, on ne doit plus parler à un État tel qu'il soit, même si c'est un État africain, comme si on parlait à un gamin. Alors, il y a ce rapport 2018, pourtant, du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Et dans le préambule, les États-Unis constatent qu'il y a de graves violations des droits humains dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et selon ce rapport 2018 du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme, les forces du gouvernement camerounais et les sécessionnistes sont responsables, tous les deux, des exactions commises dans ces régions anglophones. Edmond Kambia, vous venez de suivre les propos d'André Luther Meka qui s'oppose à la sortie des États-Unis concernant la nécessité d'ouvrir un dialogue franc, sincère et inclusif et politique au Cameroun pour adresser les causes profondes de la crise anglophone. C'est tout à fait curieux la sortie de M. Meka, parce que parfois j'ai l'impression qu'il dit une chose et son contraire. D'abord, par rapport à l'initiative de l'avocat de Maurice Kamto, M. Moruti, Maître Moruti, qui pense qu'il faut s'en tenir peut-être à la sagesse de Paul Biya en permettant, en sollicitant une rencontre entre Maurice Kamto et lui pour une sortie de crise. Parce qu'il s'agit d'une crise politique. Il propose une sortie de crise politique par un tête-à-tête. Moi, je pense que c'est une bonne option. Je dis que c'est une contradiction. M. Meka est un peu contradictoire parce que, d'une part, il dit qu'il ne voit pas pourquoi il y aurait une rencontre de ce type entre Paul Biya et Maurice Kamto. D'autre part, il dit, par la suite, il n'est pas contre le fait que les Camerounais s'assoient et discutent de leurs problèmes. Mais M. Meka, soyez clair. Ou vous êtes d'accord pour un dialogue, ou vous n'êtes pas d'accord pour un dialogue du tout. Maintenant, en ce qui concerne la sortie de Thibor Nagui, qui est déjà au Cameroun, par rapport à la crise anglophone, il faut dire que cette crise n'a que trop duré. Nos frères et sœurs meurent chaque jour. Les civils, comme les milices, comme les milices des groupes armés, des bandes armées, comme les forces de défense et de sécurité. Et c'est par centaines de morts que sont chiffrés, n'est-ce pas, en termes de bilan, les décès dans cette partie, dans ces deux régions du pays. Il faudrait que cela cesse. Ce sont des Camerounais qui meurent de part et d'autre. Il n'y a pas des Camerounais inférieurs ou des Camerounais supérieurs. Ils sont tous Camerounais, quel que soit ce que les gens peuvent dire en termes de surenchère, de sécession, de fédéralisme ou de décentralisation. Mais le gouvernement estime que c'est une affaire interne au Cameroun, hein, que ses partenaires étrangers, à savoir les États-Unis et l'Union européenne, n'ont pas le droit de s'ingérer dans une affaire qui concerne le Cameroun. Vous savez, je suis mieux placé pour en parler en tant que diplomate de formation. Il y a certes les principes de non-ingérence dans les affaires internes des pays qui est consacré. Mais il y a, en matière de droits de l'homme, le devoir d'ingérence qui est consacré également au niveau de l'ONU. Il est permis que la communauté internationale s'ingère dans les affaires d'un pays lorsque les droits de l'homme sont systématiquement violés. Et c'est le cas au Cameroun depuis bientôt 3 ans. Par l'ONU. J'ai dit pas un pays. J'ai dit par les Nations Unies. C'est un droit consacré. Voilà, c'est la précision que c'est un droit consacré par l'ONU depuis 2005. C'est permis à l'ONU, à la communauté internationale de s'impliquer dans un État où les droits de l'homme sont violés systématiquement. Et c'est la raison pour laquelle des pays membres de l'ONU, et en particulier des membres du Conseil de sécurité, les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité. Il faut faire très attention. Les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité, comme la France, comme le Royaume-Uni, comme la Russie et comme la Chine. Chaque fois que l'un de ces pays décide
de prendre position sur une question relative aux droits de l'homme, il faut faire très attention. Parce que très vite, cette question peut être débattue au Conseil de sécurité, aboutir à une résolution et on l'applique immédiatement. Je dis on l'applique avec toutes les sanctions possibles. Alors, je vais pas revenir à l'étape des implications, des décisions que peuvent prendre les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. J'aimerais avoir la réaction de Faustin Dicam sur ce rapport 2018 des droits de l'homme qui a été rendu public par le département d'État américain concernant le Cameroun. Il y a un récit important des violations des droits de l'homme observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et selon les États-Unis, à la fois les séparatistes, les groupes armés séparatistes et les forces du gouvernement camerounais sont tous les deux responsables de ces cas de violation des droits de l'homme dans les régions anglophones. C'est la toute première fois que les États-Unis se prononcent ainsi sur la situation concernant la crise anglophone. Quelle est votre analyse? Je suis heureux pour ce rapport, parce que pour la première fois au moins, on a vu un rapport sur les droits de l'homme qui est équilibré. Vous vous souvenez bien que depuis des mois, ici, sur ce même plateau, nous avons dénoncé ces organisations des droits de l'homme, soit locales, soit internationales, qui ne se limitaient qu'à caricaturer la situation des droits de l'homme relativement au comportement de nos forces de défense dans la zone anglophone. Pour une fois, voilà un rapport qui vient aussi dire que même les sécessionnistes aussi se rendent coupables des atteintes aux droits de l'homme. Et nous avons vécu ça avec les incendies dans les hôpitaux, ainsi de suite, de ces derniers temps. Donc ça veut dire que c'est une analyse qui est équilibrée. Et maintenant, quelles peuvent être les implications ou bien les décisions qui pourraient être amenées à prendre relativement à cela? Il faut savoir que nous vivons dans un monde où les plus forts restent les plus forts et les plus faibles restent les plus faibles. Et lorsque ce rapport est arrivé, nous nous sommes empressés d'écrire dans notre journal cette semaine que voilà pourquoi Kamto va être libéré. Parce que lorsqu'on met tout cela les unes après les autres, que ce soit le rapport que vous venez d'indiquer, que ce soit celui de l'Union européenne, on va se rendre bien compte qu'à un moment donné, l'État du Cameroun ne pourra rien y faire tout seul face à la pression de la communauté internationale. Et dans la situation où nous nous trouvons, le président de la République, même par simple décrispation de l'atmosphère politique, en ce moment, parce qu'il faut le dire, l'atmosphère politique est très lourde au Cameroun. Très tendue. C'est depuis ces derniers mois. Il sera obligé, dans un souci d'apaisement, dans un souci de décrispation, de libérer Kamto et ses comparses. Et là, on pourra donc même parler, on peut même y arriver à un contact, à un tête-à-tête, à un dialogue. Nous avons toujours prôné le dialogue ici. Pourquoi les deux ne se rencontreraient pas? Je vous assure que pour ceux qui connaissent bien le ministre Kamto, c'est un enseignant. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas réfractaire au dialogue. C'est quelqu'un qui est ouvert. Et le président aussi. Le président est souvent prêt au dialogue. Mais le plus souvent, c'est son entourage qui fait que ce dont il a besoin, il n'y accède pas. Il n'aurait aucun problème, à mon avis, à rencontrer M. Kamto. Il l'a fait plusieurs fois avec John Fungi pendant les années les plus énervées de la démocratie dans ce pays. Il l'a fait. Vous avez vu rencontrer le président Fungi. Vous avez vu rencontrer Ndamjoya, ainsi de suite. Pourquoi il ne rencontrerait pas Maurice Kamto, comme l'a indiqué d'ailleurs si bien Angélbert? Ça pourrait permettre aux deux de trouver les moyens de sortir de crise. Parce que ce qui se passe, il faudrait que nous le disions pour une dernière fois aux Camerounais. Que ce soit Kamto, que ce soit le président Biya, personne ne lutte pour que ce pays-ci soit déchiré. En fait, tous les deux luttent pour que ce pays se porte bien, mais ce sont les moyens d'y arriver qui sont différents. C'est ce qu'il faut dire. Maintenant, les deux peuvent se retrouver et repartir sur de nouvelles bases. On a besoin d'une opposition. Quelle base? Quelle nouvelle base? On peut repartir sur de nouvelles bases de construction nationale. Voyez-vous, on ne peut pas continuer à être... on peut être des opposants, mais être des Camerounais républicains. Pas qu'on soit toujours sur le terrain de l'affrontement physique et militaire tout le temps. On peut être dans le terrain de l'affrontement politique, des idées,
des idéologies, mais pas physiques. C'est ce que je veux dire. Et ce climat, justement, sociopolitique extrêmement tendu, exaspère les Américains et Européens. Selon le journal français Le Monde, le parapluie protecteur de Paris a permis de limiter l'intervention à la fois des États-Unis et de l'Union européenne concernant le cas du Cameroun. Engelbert Lebon-Dachua, cette crise anglophone qui dure depuis 3 ans, avec son impact à la fois sur l'économie nationale, mais également son drame humanitaire décrié depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis et l'Union européenne qui frappent du poing sur la table, et Yaoundé crie à l'ingérence. Quelle est votre analyse à ce sujet? C'est de dire qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Moi, je pense que nous sommes dans une guerre qui devrait nous faire honte. Et quand je vois la manière avec laquelle mon frère Meka réagit chaque fois qu'on parle d'avenir du Cameroun. Non, l'avenir du Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Il passera. Il faudrait que vous intégriez ça. Le Cameroun restera avec les Camerounais. On parle de 2000 morts dans ce conflit. 2000 Camerounais qui continuent de mourir tous les jours. Le président Biya a fait ce qu'il pouvait. Il a proposé ce qu'il pouvait. Ça ne marche pas. On attend Dieu. Donc, si à un moment donné, je dis, à chaque fois qu'on a des amis qui nous donnent des conseils, qui veulent nous aider, sachons savoir si c'est dans notre intérêt. Si c'est dans notre intérêt, on prend. Quand nous sommes allés chercher les Américains pour nous aider à lutter contre Boko Haram à l'extrême nord, il n'y avait pas ingérence? Même dans ce conflit dans le nord-est et le sud-ouest, on sait très bien que nous avons des partenaires internationaux qui soutiennent notre armée. Mais si c'est les mêmes qui vous disent, arrêtons-nous 2 secondes et voyons ce qu'il faut faire, parce que ça devient grave. Chaque fois que nous l'avons dit, on nous a pris pour des antipatriotes. Est-ce que vous n'avez pas vu, M. Meka, les images des jeunes filles étudiantes à Boya traînées dans la boue par nos forces de l'ordre? Est-ce que vous n'avez pas vu dans ce pays des forces de l'ordre tirer sur des mamans avec des bébés dans le dos? On a parlé du Mali à une certaine époque. Reconnaissons que ça ne va pas. On a aujourd'hui, parmi nos forces de l'ordre, ce qu'on peut appeler des brebis galeuses. On a aujourd'hui, dans nos populations, des gens qui se sont aujourd'hui constitués en milice, qui demandent une scission ou sécession, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il est temps que quelqu'un fasse quelque chose. Si les États-Unis peuvent nous donner des conseils, pour l'instant, ils n'en sont que là. Des conseils. Ils n'ont pas fait autre chose que ça. Parce qu'ailleurs, ils vont au-delà des conseils. Ça, je peux vous le dire. Mais moi, je ne le souhaite pas. Je voudrais ajouter à ce que Engelbert dit, que la situation est si grave dans le nord-ouest et le sud-ouest que c'est tout le Cameroun qui est touché. Il faut savoir que le Cameroun est comme tout le corps humain. Oui. Lorsque l'orteil est touché, vous avez mal à la tête. Tout à fait. Depuis qu'il y a des problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est tous les Camerounais qui ne vont pas bien. Bien sûr. Et pourquoi? Le tissu économique est touché. Très touché. Il y a plusieurs entreprises dans cette région qui ont fermé. Du pays qui ont fermé. On ne sait pas ce que deviendront toutes ces familles qui sont éparpillées à travers le pays et qui, avant, vivaient sereinement là-bas. Nous aussi, qui avions souvent l'habitude d'aller dans ces zones du pays, parfois pour contempler les merveilles de ce coin du Cameroun, nous ne pouvons plus y aller aujourd'hui parce que nous avons peur pour notre propre sécurité, ainsi de suite. Donc il y a le tourisme qui meurt, il y a des gens qui meurent. Et puis maintenant, chaque fois, un État devrait comprendre que sa première lutte, c'est d'abord pour l'intérêt de l'homme. C'est d'abord pour l'intérêt de l'homme. Lorsque l'homme ne va pas bien, l'État doit se poser des questions. Mais le gouvernement le gouvernement a pris beaucoup de mesures. Des mesures même salutaires. Le gouvernement est même allé parfois au-delà de ce que les uns et les autres demandaient. Mais ça n'a pas marché. Et pour quelle raison? Ça n'a pas marché parce que les gens qui avaient été choisis pour animer ces rencontres que le président de la République avait initiées n'étaient pas qualifiés pour le faire. Vous ne pouvez pas, dans un environnement comme celui-là,
envoyer des membres du gouvernement qui sont rejetés dans leur département d'origine. C'est pour ça que certains ont été chassés à coups de cailloux. Les images, nous avons vu tout ça. Donc c'est pour vous dire qu'on peut continuer avec le dialogue. Moi, je continue à me poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne soutient pas la All Conference anglophone que le cardinal Toumi a organisé. Le gouvernement pouvait reprendre ça à son compte, le réorganiser, choisir même et faire même ensemble avec le cardinal une feuille de route, un ordre du jour de cette conférence. Dans les rangs impliquerait tout le monde. Dans les rangs du RDPC, cette initiative du cardinal Christian Toumi a été vue d'un mauvais œil. Hein, bon, c'est pas comme une tentative de vouloir déstabiliser le Cameroun. André Luther Meka. Au début de l'annonce de l'initiative du cardinal Christian Toumi, on était déjà en août 2018. Donc on a vu un agenda caché dans la perspective de la présidentielle qui était prévue en octobre. Aujourd'hui, c'est la situation dans les régions anglophones qui se détériore et la conférence ne s'est pas toujours tenue. Pourtant, tous les acteurs politiques, société civile et partenaires du Cameroun plaident pour l'organisation d'une rencontre, d'un dialogue politique et inclusif. Nous-mêmes, vous voulez assister. À la vérité, je peux avouer que vous êtes plus informé que moi parce que je n'ai pas vu un problème de réticence du gouvernement. Mais j'ai vu qu'il y avait des divisions au sein même de la All Conference anglophone. Parce que comme vous le savez, il y avait des gens qui étaient contestés dans cette conférence, notamment M. Simon Monsou, et même le chargé de la communication, Elie Smith, m'a dit personnellement qu'on conteste sa qualité de communicateur, n'étant pas, n'est-ce pas, ressortissant de cette région. Donc, peut-être que vous avez d'autres informations, que le gouvernement a fait ceci, le gouvernement a fait ça. Moi, je ne suis pas informé. Pour ce qui est de la crise anglophone, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Dans la mythologie grecque, les commerçants ont le même Dieu que les voleurs. Donc, c'est important de le savoir. Et pour moi, toute cette agitation-là, des grandes instances, les organisations internationales, pour moi, ce sont des commerçants. Et pour moi, je ne les prends pas beaucoup au sérieux. Et qu'est-ce qu'ils cherchent au Cameroun? Mais vous savez très bien que le Cameroun est un scandale géologique en termes de ressources naturelles. Et vous savez très bien que le président Paul Biya, contrairement à ce que les gens pensent, est extrêmement nationaliste. Et ça aiguise les appétits. Et il est extrêmement nationaliste qu'on a l'impression qu'il s'est arrogé deux partenaires exclusifs, la Chine et la Russie, et l'Union européenne, les États-Unis se sont agrippés. Mais l'Union européenne reste le principal partenaire commercial du Cameroun en termes de volume d'échange entre le Cameroun et l'Union européenne, contrairement à la Chine qui est pris. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez, les Occidentaux ne sont pas comme nous. Ils prévoient le monde 30 ans, 50 ans à l'avance. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais revenir pour la crise anglophone. Vous savez, le danger de cette affaire que vous voyez, c'est que les autres également peuvent entrer dans la rébellion en disant si vous avez donné ceci, si vous avez fait ça avec les autres, nous aussi on va le faire. Il faut faire très attention. Parce que les autres communautés, nous sommes dans ce qu'on appelle l'Afrique des villages. Les autres communautés regardent avec beaucoup d'attention ce qui est en train de se passer au nord-ouest, au sud-ouest. Oui, monsieur le consultant, je suis d'accord avec la concertation, je suis d'accord avec le dialogue. Mais le chef de l'État lui-même a prescrit les cadres dans lesquels le dialogue doit avoir lieu. Le comité de démobilisation des désarmements et de réinsertion permet à ce que, c'est une main tendue qui permet à ce que lorsque un Camerounais trouve véritablement qu'il ne veut plus combattre son propre pays, qu'il dépose des armes, il est dans ce comité, il peut se référer aux religieux, il peut se référer aux autorités traditionnelles et il y a réinsertion. Ça veut dire qu'on lui trouve un travail. Le président Paul Biya a créé le comité de bilinguisme et de multiculturalisme qui permet, n'est-ce pas, de pouvoir promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir un certain nombre de débats. Vous savez, je vais vous dire, ces Américains-là, ils ne respectent pas les droits de l'homme plus que les Africains, plus que le monde entier. Il n'y a pas de crime dans ce monde que de ôter la vie à un individu. La peine de mort est appliquée à l'État du Texas. La chaise électrique, ça existe là-bas. Pourquoi le monde ne s'en émeut pas?
Pourquoi on ne parle pas des droits de l'homme? Mais attendez. Moi, je voudrais préciser quelque chose. Je crois qu'en ce qui concerne le comité et ainsi de suite, M. Meka lui-même, ce qu'il y a des choses là-dedans pour lesquelles on pourrait encore en parler. Moi, sauf que je continue à le dire. Nous sommes tous des républicains. Nous sommes des citoyens, nous vivons dans ce pays. Le Cameroun est comme une grande famille. Si vous avez une famille de 10 enfants et qu'à un moment donné, 2 de ces enfants-là commencent à être récalcitrants, vous fouettez, ça ne change rien. Vous grondez, ça ne change rien. À un moment donné, vous appelez leur maman dans la chambre et ces 2 enfants, vous discutez avec eux calmement pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Et le plus souvent, ces enfants vous donnent leur avis et lorsque vous ressortez au salon, tout le monde est content. Alors aujourd'hui, c'est pour nous faire comprendre que si ce Cameroun-là, qui est une grande famille, a 2 de ses enfants qui ont décidé du jour au lendemain de prendre en otage les 2 autres régions du pays, eh bien, on peut encore en discuter avec eux, on peut aller les écouter. Qu'est-ce qui se passe? De quoi avez-vous besoin? Pourquoi prenez-vous les armes contre votre propre pays? Lorsque nous allons commencer à trouver des solutions à ce problème, cette crise anglophone va se résoudre sans que nous n'ayons besoin des Américains et des Européens. Alors, le gouvernement camerounais, parce que nous avons de la ressource humaine ici. Par contre, le gouvernement camerounais, à l'intérieur de ce pays. Faustin Djekam, le gouvernement camerounais, lui, s'entête dans la démarche de sécurisation des régions anglophones avec des mesures gouvernementales qui viennent d'être citées par André Lutermeka. Et pourtant, il y a de plus en plus l'agacement, l'exaspération des États-Unis et de l'Union européenne, qui sont tous des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Si la situation perdure, avec vous, Edmond Kamga, à quoi s'expose le Cameroun au moment où les États-Unis de plus en plus s'inquiètent de la situation des droits de l'homme, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? D'abord, je tiens à préciser au sujet de la General Anglophone Conference que le cardinal Christian Toumi et ses confrères religieux musulmans et presbytériens ont souhaité organiser. Tout ce qui manque au jour d'aujourd'hui pour que se tienne cette General Anglophone Conference, c'est l'autorisation formelle des pouvoirs publics, c'est-à-dire un document écrit. Ce document n'est jamais arrivé. C'est la raison principale pour laquelle les initiateurs ne peuvent pas organiser cette General Anglophone Conference. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Si le bras de fer continue, parce que je me rends compte que le gouvernement du Cameroun a choisi de réagir face à la communauté internationale, entre guillemets, représentée ici par l'Union européenne et les États-Unis à travers les sorties que nous connaissons, en arguant, en mettant en valeur les principes de souveraineté internationale, la souveraineté du Cameroun. Le Cameroun est un État libre et indépendant, etc. On connaît tout le rituel. On n'est pas surpris. La plupart des États africains l'ont fait, la plupart des gouvernements. Kabila l'a également fait. Et on sait comment a réagi la communauté internationale dans le cas Kabila. Ce ne sera pas très différent avec le cas qui concerne le Cameroun. Un des exemples que je peux mettre en valeur, c'est que si les approches, parce que ce sont des approches diplomatiques jusqu'à présent, malgré le ton ou le vocabulaire qui n'est pas toujours bien séant, mais ce sont les approches diplomatiques qui sont mises en exergue par l'Union européenne et par les États-Unis. C'est la raison pour laquelle le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines a décidé de faire une tournée africaine, c'est-à-dire faire d'une pierre plusieurs coups, parce qu'il est allé dans d'autres pays africains pour consolider les relations bilatérales entre les États-Unis et ces pays-là. Et il a choisi de venir à un moment précis qu'il a annoncé d'avance au Cameroun pour régler non seulement les questions de coopération entre le Cameroun et les États-Unis dans le cadre du renforcement, parce que les relations, il faut le dire, sont excellentes entre le Cameroun et les États-Unis, mais également sur les questions politiques au Cameroun et les questions de crise sociale, y compris les questions des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Comité national des droits de l'homme, du Conseil des droits de l'homme à Genève, le débat est très chaud entre le Cameroun et la communauté internationale. C'est pour cela que les États-Unis, en tant que pays ami, viennent davantage discuter avec le gouvernement, discuter avec le chef de l'État, pour comprendre quelles sont les motivations du Cameroun à persister dans une solution qui n'est pas la meilleure. Parce qu'aujourd'hui, la solution que privilégie le gouvernement camerounais, c'est la solution militaire,
Or, il a été démontré, même à l'ONU, que pour gérer les questions de terrorisme, entre guillemets, d'une manière générale, ou des crises de sécession, l'approche militaire n'est pas la seule et n'est pas la plus importante. Ce sont les autres approches sociales, politiques et même économiques qui sont les plus efficaces. Ça a été démontré partout ailleurs. Et c'est pour cela que Tibor Nagui est au Cameroun. J'espère qu'une solution sera trouvée. Mais en ce qui concerne les mesures possibles, envisageables, si la situation persiste, il faut dire qu'il y aura des sanctions diplomatiques, il y aura des sanctions économiques et d'autres types de sanctions sur lesquelles je ne vais pas me précipiter. Mais d'abord les sanctions diplomatiques et économiques. Et dans les sanctions diplomatiques, ce seront des sanctions ciblées. C'est-à-dire les membres du gouvernement qui, par exemple, sont considérés comme des faucons. Tout à l'heure, M. Fossen Dikam parlait de l'entourage du chef de l'État. Il y a des faucons autour du chef de l'État. Donc, un certain nombre de personnalités seront ciblées. Et ces personnalités sont connues. Nous n'allons pas donner leur nom. Et ces personnalités qui sont ciblées seront personnellement et individuellement sanctionnées parce que ce sont des personnalités qui ne favorisent pas le dialogue au niveau du gouvernement. Ça, c'est d'un. Et dans ces décisions-là, dans ces sanctions ciblées, qui sont uniquement diplomatiques, cela consistera à quoi? Au refus du visa pour eux et pour leur famille. Et dans les sanctions économiques, il faut envisager la possibilité qu'il y ait le gel. D'abord, je suis dans les sanctions individuelles, le gel de leurs biens, des personnalités ciblées dans le gouvernement, le gel de leurs biens au niveau de la communauté, au niveau de l'Europe, de tous les autres pays dans le monde, notamment des pays comme qui font partie de l'Union européenne, des 28 ou des États-Unis. Mais il y a également, en dehors des sanctions individuelles, il y a des sanctions économiques collectives, générales, comme un embargo. Que nous n'arriverions pas à tout comme un embargo économique. Parce que les solutions les plus extrêmes vont au-delà des sanctions diplomatiques et économiques. Ce sont des sanctions militaires. Et nous espérons qu'on n'arrivera même pas au niveau de l'embargo. Parce qu'il est possible aujourd'hui et maintenant de régler cette question sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Et sous la pression internationale, le Cameroun avait également lancé cette opération d'assainissement des mœurs publiques depuis 2006. Et cette année 2019, la déchéance d'un Golden Boy, tout puissant ministre de la Défense, ancien directeur de cabinet civil à la présidence de la République, également ancien ministre des Sports, a suscité de vives réactions dans la presse, notamment avec ce regroupement familial du couple Mebengo, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de détournement de deniers publics. Tous les deux sont placés en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Au moment où vous étiez en train de sortir, Angelbert Le Bon d'Achua, c'est un ancien ministre de la République qui, lui, s'est retrouvé en prison, soupçonné dans des affaires de détournement de deniers publics. Son épouse et lui, d'autres co-accusés. Comment avez-vous apprécié cette relance de l'épervier sur la tête des gestionnaires publics au Cameroun? Bon, disons que moi, c'est un spectacle qui est en même temps triste, mais qui parfois arrive à me faire rire. On est dans quelque chose d'incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y a un célèbre, je crois que c'est un célèbre artiste, qui avait dit que si on vous explique le Cameroun, vous comprenez, ça veut dire qu'on vous l'a mal expliqué. Je ne peux pas comprendre que le président Biya aujourd'hui prétend lutter contre la corruption. Pourtant, il y a un article dans notre Constitution, l'article 66, oui, sur la déclaration des biens, voté depuis des dizaines d'années, mais jamais appliqué. On va où? La rigolade, c'est pour qui? Je préfère les laisser entre copains, rigoler. Mais, par contre, ce que je peux dire sur cette opération épervier entre guillemets, parce que j'ai eu la chance en prison, je dis bien la chance d'en rencontrer certains. C'est une machine à broyer. Et ça devient une arme politique, parfois. J'ai discuté avec des personnes qui sont en prison, je veux pas les citer ici, ils comprennent bien pourquoi, qui simplement ont eu la prétention, ou qui ont pensé que nous étions dirigés par quelqu'un qui avait déjà un certain âge, et qu'il était temps qu'on pense au Cameroun de demain. Ils
sont là-bas depuis une dizaine d'années, pour certains, juste pour avoir pensé le bien du Cameroun, mais pas pour avoir volé. Il y en a effectivement qui ont piqué dans les caisses de l'État. Quand je dis que c'est une belle rigolade, tout le monde sait que le vol aujourd'hui, comme on le dit de manière simple, le vol et la corruption au Cameroun s'est érigé en système par le RDPC. C'est un parti, et là je veux pas être insultant, mais c'est de petites souris. Je ne peux pas comprendre ça. Et ce n'est pas qu'on nous parle des choses que l'on vit sur la planète Mars. Nous sommes tous Camerounais. On rentre dans un commissariat de police, tout le monde sait que ça pue la corruption. On rentre dans une gendarmerie, ça pue la corruption. On rentre chez les magistrats, ça pue la corruption. On rentre dans la fonction publique pour gagner un marché, ça pue la corruption. C'est pas nouveau. Mais je comprends ces gars qui volent et qui pillent. Il faut bien entretenir le système. Parce que quand un ministre est nommé et qu'il faille aller faire la fête au village, où il faut dépenser 40 millions, 50 millions, où est-ce qu'il les prend? Quand le ministre doit, parce qu'il doit protéger son petit fauteuil, aller bourrer les unes dans sa région avec la complicité et tout ce qui est administration, il prend de l'argent où? Ils sont obligés de voler. C'est tout. Après, c'est une rigolade entre eux. Et le messager qui estime qu'il y a tout un gouvernement en prison et qui note que ce sont des personnalités qui, jusqu'ici, étaient dans l'entourage immédiat du président de la République, Faustin Dikam, ancien Premier ministre, ex-secrétaire général de la présidence de la République, ancien directeur de cabinet civil de la présidence, des ministres réputés à l'époque où ils étaient au gouvernement, proches du chef de l'État, et aujourd'hui condamnés à de lourdes peines de privation de liberté pour des faits de détournement de deniers publics. Comment expliquer cette situation? J'ai une double analyse de cette situation. La première est que l'État reste un monstre froid. L'État peut dormir, mais l'État ne meurt pas. Le temps du président de la République, dit-on souvent, est un temps indéchiffrable. Vous allez me voir venir. En ce qui concerne cette opération épervier, avant qu'elle ne devienne une opération de liquidation politique, le président de la République a eu une attitude très pédagogique là-dessus. Souvenons-nous qu'au dernier congrès du RDPC en 2011, le président de la République faisait le serment de continuer la lutte contre la corruption sans faiblesse et qu'il n'y aura pas de discrimination de statut social. Tous ceux qui rigolaient ce jour-là, étant assis devant lui aux premières loges, sont aujourd'hui en prison. Je me suis amusé à aller revoir cette vidéo. Tous ceux qui étaient aux premières loges, en commençant par le Premier ministre Inoni, sont aujourd'hui en prison. C'est pour vous dire que, au départ de cette opération, le chef de l'État était déterminé à lutter contre la corruption. Mais dans un environnement où le déni a laissé la place à la félonie, il n'y a que des adeptes des trois ailes, on le vend en poupe. On est dans un système où on vous lèche, on vous lynche et on vous lâche par la suite. Aujourd'hui, le ministre Mebengor est présenté comme étant le trophée de guerre de lutte contre la corruption au Cameroun. Mais soyons sérieux. D'où vient-il? Qui l'a fabriqué? Comment est-il parvenu à avoir la même mise sur tout ce dont on l'accuse aujourd'hui? C'est la question que nous devons, ce sont des questions que nous devions nous poser. Il est inutile de vouloir, dans un système que Engelbert décrivait il y a un instant, montrer que parce que quelqu'un a peut-être eu une attitude différente de l'autre, eh bien, qu'on lui colle un certain nombre d'accusations et qu'on le jette ainsi avec sa famille dans la rue et à la vindicte populaire. Je refuse la distraction. Je refuse la distraction. Le Camerounais n'a pas besoin de sang, il a besoin de pain.
Si nous faisons aujourd'hui le bilan de cette opération épervier, qu'est-ce que ça nous a rapporté? Rien. On arrête des gens, et maintenant, avec leur famille, on les jette en prison, mais personne ne fait le décompte pour savoir ce que ça nous a rapporté. Nous continuons à avoir les mêmes problèmes. Et je pense que le président devrait se poser des questions. Pourquoi depuis 2006, comme vous l'avez indiqué dans vos propos liminaires, il arrête des gens au motif de la lutte contre la corruption, et les gens continuent toujours à piller les caisses de l'État de plus belle manière? Il faut qu'ils sachent que le jour où il arrêtait Mebengo, ce 8 mars-là, les Camerounais, les fonctionnaires camerounais continuaient à piller les caisses de l'État. Il faut qu'ils sachent que, en arrêtant la femme de Mebengo, au prétexte qu'elle faisait aussi des marchés dans le ministère dont son mari était le patron, tous les autres ministres, ou presque font pareil. Il peut envoyer vérifier. Donc, Mebengo est la conséquence d'un système qui a été installé. Il faut très vite se défaire de cette image d'une justice sélective où on élève et on rabaisse au gré des manœuvres politiques et politiciennes. Il faut se défaire de cette image de la justice qui est commandée par l'exécutif et lui redonner sous toute sa fonction pédagogique et cathartique. Pour vous, Faustin Dikam, c'est une opération épervier à tête chercheuse. Edmond Kamgas, la nouvelle expression qui a évoqué ce terme de regroupement familial du couple Mebengo, ils sont soupçonnés, il faut le préciser, d'avoir perçu indûment des sommes d'argent faramineuses dans le cadre d'un contrat d'achat des armes entre une entreprise française et l'État du Cameroun. Ils bénéficient de la présomption d'innocence. Pour autant, les Camerounais s'interrogent sur cette opération épervier. Depuis 2006 qu'elle a été lancée, un bilan de plus en plus inquiétant, comme l'a souligné tout à l'heure Faustin Dikam, et qui intervient dans un contexte sociopolitique particulièrement tendu. Effectivement, dans le cas de Mebengo, nous avons titré « Regroupement familial ». C'est inhabituel que monsieur et madame se retrouvent en prison pratiquement au même moment. Tout se passe comme s'il y avait eu une mise en scène, une orchestration, tout un scénario organisé quelque part, on ne sait par qui. Mais c'est bâti sur la théâtralisation qu'on a connue dans des cas précédents, comme ceux de Policar Baba et bien d'autres. Mais ce cas est assez particulier, parce que c'est une personnalité qui a joué des rôles majeurs, qui a occupé des fonctions importantes dans la République. Et qui, comme disait Faustin Dikam, apparaît un peu comme le trophée de guerre de qui? Pas du peuple, mais d'un clan ou des réseaux qui ne sont pas d'accord visiblement avec Mebengo dans le contexte actuel, qui est une période propice aux batailles rudes et féroces de guerre de succession. C'est clair. Et ça, il faut le dire, parce qu'on ne peut pas lire uniquement l'arrestation, la détention de Mebengo et de son épouse uniquement sous le prisme de la lutte contre le détournement et de la corruption. Pas du tout. Ce serait ne pas comprendre tous les paramètres qui rentrent en jeu dans le contexte actuel. Même si, il faut le dire, les éléments qui n'ont pas seulement été publiés par la nouvelle expression, mais par d'autres confrères au Cameroun et comme à l'international, parce que même les médias étrangers, Le Monde, Figaro, des journaux en Espagne et en France ont traité du cas Mebengo par rapport à tout ce qui s'est passé dans le marché de vente des ventes d'armes. Ça, il faut le dire, c'est quand même basé sur des faits. Mais est-ce que c'est seulement pour ces faits-là qui s'y retrouve avec son épouse? Et de quelle façon? Ça, c'est d'un. De deux, c'est vrai, l'opération épervier au départ était une opération d'assainissement, n'est-ce pas, au niveau des finances publiques, mais qui s'est transformée en une opération de liquidation politique, en une chasse aux sorcières. Et nous précisions tout à l'heure le contexte de guerre de succession. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une chose aussi que nous avions dénoncée à une certaine époque, la naissance, la création du tribunal criminel spécial, qui a fait en sorte que nous nous retrouvions au Cameroun dans une situation où on a 2 poids 2 mesures en matière d'égalité du citoyen. Parce que le seul fait que le tribunal criminel spécial existe montre que les Camerounais ne sont plus égaux en droit et en devoir. Parce que ne sont éligibles au TCS que ceux qui sont supposés avoir détourné au moins 50 millions de francs. Non seulement ils sont éligibles
être justiciables au TCS, mais ils ont la possibilité, n'est-ce pas, de sortir de ce tribunal, de s'en sortir, s'ils remboursent le corps du délit. Mais l'initiative du gouvernement visait justement à faire rapatrier ces fonds dans le trésor public, les fonds qui ont été présumés détournés. Est-ce que l'initiative n'était pas louable selon vous, Edmond? Au départ, sur le principe, l'initiative était louable. Je me rappelle même qu'à l'époque, il y a des cabinets qui ont été appelés, qui ont été sollicités pour aller rechercher partout à travers le monde où serait logé l'argent du Cameroun détourné par des Camerounais. Ce cabinet-là a fait son rapport. Mais on se rend bien compte que entre l'argent qui a été dépensé pour aller chercher de l'argent et l'opération qui est menée et tous ceux qui sont arrêtés, c'est plutôt l'inverse. On a plus dépensé de l'argent. L'État du Cameroun a plus perdu de l'argent dans cette opération qu'engranger de l'argent. Pour vous dire, Edmond, que ce sont les magistrats, les hauts fonctionnaires de la présidence qui ont passé tout leur temps à faire des missions rogatoires à l'étranger, des avocats du gouvernement et autres, qui ont eu beaucoup d'argent, qui se sont enrichis dans cette affaire. J'étais allé jeter un coup d'œil au bureau des greffes du tribunal criminel spécial. Vous allez remarquer que l'argent qui a été collecté par ce tribunal depuis qu'ils ont commencé cette opération ne vaut absolument rien à côté de ce que on a dépensé, de ce qu'on réclame et à côté de ce que l'État du Cameroun a déjà dépensé pour cette opération. C'est pour cela que nous nous posons beaucoup de questions là-dessus. Une opération épervier qui implique des hauts cadres politiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Faustin Ndikam, ils étaient en première loge lorsque le chef de l'État, Paul Biya, a commencé à annoncer les couleurs de cette opération d'assainissement des mœurs publiques. Avec vous, André Luther Mekar, tout un gouvernement en prison s'exclame le journal Le Messager en citant le fait que ces personnalités aujourd'hui condamnées sont des personnalités qui étaient dans l'entourage immédiat du président de la République et que l'opération, malgré le fait que l'épervier rôde, il y a toujours des personnalités impliquées dans des détournements de deniers publics. Il ne faut pas encourager le vol. Il ne faut pas encourager le vol. Il ne faut pas encourager le vol. Il ne faut pas encourager des choses parce qu'il faut... Je voudrais te dire que Mebengo bénéficie encore de la présomption d'innocence. Moi, je ne parle pas de Mebengo. Je ne sais pas qui encourage le vol ici. Il faut continuer. Moi, je ne parle pas de Mebengo. On parle de l'opération épervier. Il ne faut pas encourager le vol. Mais ne volez pas aussi. La sagesse commence par la crainte du gendarme. Et à la question de demander aux Camerounais, faut-il arrêter les prévaricateurs, faut-il arrêter les détourneurs de fonds ou faudrait les laisser libres, ils vont dire qu'il faut les arrêter. Moi, j'ai suivi beaucoup de choses ici. Je vais revenir sur deux confusions. La première confusion, c'est qu'on tend à faire croire ici que le RDPC s'est assis quelque part et a envoyé les gens voler. On ne peut pas envoyer les gens voler de l'argent au nom du RDPC. La responsabilité est individuelle. Personne ne l'a dit. Hein, non, j'ai eu des gens, on a parlé même de parti de souris. Hein. J'en viendrai, n'est-ce pas, au niveau du MRC. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que aucun parti au monde, aucun responsable, parti politique ne peut s'asseoir quelque part à dire allez piller les Camerounais, allez voler. C'est la responsabilité individuelle. Il fait faire une distinction entre le militant du RDPC, le ministre et le prévaricateur des fonds. Parce que la responsabilité est individuelle. Il y a une confusion qui tend beaucoup à s'épandre dans les réseaux sociaux chez les Camerounais. Que on vole pour l'ethnie. Les Bamiléfés ont volé, les Boulous ont volé, hein? Les Bétis sont des voleurs. Ça veut dire que si les ethnies s'asseyent pour envoyer les gens voler, ça veut dire que toute l'ethnie est riche, puisque ce sont des milliardaires. La responsabilité est individuelle. Aucune ethnie n'a envoyé quelqu'un voler. Tout à fait. Aucune. Il faut que c'est personne ne l'a dit ici. Personne ne l'a dit. Oui, mais oui, vous ne pouvez pas le dire. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais dit. Mais il faudrait que ces nuances soient, n'est-ce pas, relevées. Ils ne volent pas pour le RDPC. Ils ne volent pas pour les Boulous ou pour les Bamileke. Ils volent pour enrichir leur descendance. Ils volent pour l'hégémonie, pour la domination. Si vous voulez même, pour gérer l'avenir.
Hein? Et vous allez constater C'est que... dans le souci des lendemains qui déchantent. Et vous allez constater que... Dont tous volent. Vous allez constater donc que dans ce monde des présidents des républiques, il y en a tellement, peut-être 50 présidents en prison. Parce que la stratégie, c'est quoi? La stratégie de la communication, la défense est claire par les cabinets noirs. C'est la liquidation politique. Tous sont des hommes politiques, tous ont voulu être présidents. Mais c'est faux. Ils n'ont jamais voulu être présidents. Ils ont servi dans un système. Et dans ce système, ils ont abusé de ce système. Ils ont abusé des Camerounais. Et c'est pour ça qu'ils sont punis pour leurs faits et ces faits-là. Je voudrais terminer en disant que le RDPC n'est pas un parti des voleurs. Mais dis donc. Le RDPC n'est pas un parti de souris, de voleurs. Je sursaute là. Non, mais vous l'avez dit. Parce que votre président du MRC, il n'a pas encore rendu compte des 14 milliards du code pénal. Ah, dis donc, on va pas vous prendre Des au marchés. sérieux. Il s'est attribué un marché. On ne va pas vous prendre au sérieux. Non, mais Les Camerounais pourquoi sont on ne va pas sérieux. me prendre au Non, sérieux? là, attendez. On est sur un Pourquoi on ne va pas me prendre au on est sérieux? sur un Vous plateau avez dit sérieux. que, vous avez dit que nous sommes en parti. Nous sommes sur un plateau sérieux. Ah, d'accord. Quand je dis le RDPC c'est un parti de voleurs, je le démontre. Mais moi, je le démontre aussi. Vous ne parlez pas un chinois. Il a participé, il a eu un marché. Vous ne parlez pas un chinois, vous parlez un Camerounais. Oui, mais je suis en train de vous dire qu'il a gagné un marché. Messieurs, j'aimerais qu'on... Il a gagné deux marchés. Messieurs, j'aimerais... Il a gagné deux marchés. C'est Il a gagné un marché sur le code André pénal. Luther, Il a gagné un marché André sur Luther et l'affaire Angèle Bakassi. Vert, messieurs, je vous Cette en digression ne prie, passe plus. revenons sur cette C'est pas une opération. digression. Revenons sur cette opération épervier concernant les mécanismes de lutte contre la corruption mis en place par le chef de l'État. Il y a eu l'ANIF et le contrôle supérieur de l'État, l'opération épervier et la CONAC dont les récents rapports sont de plus en plus controversés. Oui, très et controversés. pourtant, les gestionnaires publics continuent d'être impliqués, arrêtés dans le cadre des affaires de détournement de deniers publics. Comment comprendre que la saignée se poursuit alors que tous ces mécanismes ont été mis en place, alors que le chef de l'État plusieurs fois a attiré l'attention de ses collaborateurs sur la nécessité de préserver la morale publique et de mieux gérer les finances publiques. André Luther. C'est une très bonne question. C'est pour vous dire que cette opération est longue. Et vous allez constater que ceux qui sont en train d'être arrêtés, c'est ceux qui ont participé à un certain moment à la gestion des fonds publics. Tout à fait. Parce qu'il y a un renouvellement des élites administratives aujourd'hui qui fait en sorte qu'il y a de moins en moins de vols. Donc vous allez voir que la plupart de ceux qu'on est en train d'interpeller participaient à un certain moment à la gestion de la République. Je voudrais donc terminer ma contribution en disant que je suis d'accord sur le bilan de l'opération épervier. Mais je peux vous certifier qu'il y a, n'est-ce pas, des saisies, il y a des rentrées, mais qui ne sont pas communiquées. Il est donc important aujourd'hui, et effectivement, de faire le bilan de ces rentrées-là, afin que les Camerounais puissent savoir, effectivement, quels sont les biens, quelles sont les rentrées qui ont pu, n'est-ce pas, subvenir Après vous, André de Luther. cette opération. Angèle Je vais Vert. donc conclure aussi en parlant vous avez raison sur l'article 66. Vous avez raison de déclarer des biens. Mais il faudra encore savoir chez qui on va déclarer les biens. Parce que là, lorsque vous déclarez les biens, il faut que vous ayez quand même la sécurité Non, mais vous- dans un certain nombre de... Justement, Angèle Le Bon d'Achua, sur les mécanismes de lutte contre les détournements de deniers publics et les mécanismes de lutte contre la corruption, le gouvernement a créé plusieurs institutions visant à rassurer ses partenaires internationaux et bien sûr les opérateurs économiques camerounais sur sa volonté politique de lutter contre la corruption, et pourtant la situation semble s'empirer. Mais pour André Luther Beka, on vole de moins en moins au sein de l'administration publique. Est-ce que vous avez la même perception? Comment sortir de cette corruption qui gangrène le Cameroun? Merci, monsieur Noufelu. Tout à l'heure, quand je disais que c'était une opération de rigolade, je ne rigole pas quand je le dis. Je suis sérieux quand je le dis. Et je vais vous dire pourquoi. En tant que chef d'entreprise, l'une des rares fois où j'ai eu ce qu'on appelle la commande publique, c'était avec le feu M. Paul Tessa, premier directeur de la CONAC. C'est moi qui ai édité le premier rapport de la CONAC. C'est moi qui l'ai édité. Disons les 3 premiers rapports. La première année, c'était moi. Dans ce rapport-là, il y a un nom. Ce monsieur aujourd'hui est ministre de l'administration territoriale. Il y a d'autres noms. Il y a un autre qui est même un grand patron de chaîne de télévision aujourd'hui. Il y a des noms.
Ce qu'on remarque dans l'opération Épervier, c'est quoi? C'est que on est arrêté aujourd'hui pour des faits qu'on a commis il y a 15 ans. Mais bien sûr. Bon, attendez. La justice, oui, mais bien sûr, sauf que quand il faut monter les dossiers, on l'a arrêté le même jour pour un fait qu'il a commis le même jour. Temps. Oui, ça prend du temps. Chez Camto, ça ne prend pas le temps. Alors, je dis pour être sérieux, quand on veut être sérieux, ça veut dire que il y a des enquêtes qui sont faites, qui sont bouclées, qui sont transmises à qui de droit. Ouais. Et on sait qui est ce qui de droit. Ouais. Et il décide de l'utiliser comme il veut, quand il veut, mais pas pour le bien des Camerounais. Je dis, si c'était pour le bien des Camerounais, il n'y aurait pas eu suffisamment de prisons au Cameroun. Ça veut dire qu'il faut faire l'opération Épervier. Il faut abandonner. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est que vous êtes en train de ça veut dire qu'il faut abandonner. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Alors, non, je dis, pendant que votre responsable, votre chef de parti continue à rigoler avec cette histoire qui intéresse tous les Camerounais parce que c'est quand même notre argent, c'est pas l'argent du chef de l'État, d'accord? Ce que je proposais, c'est l'application de l'article 66. Et on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi c'est pas appliqué. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de M. Camto. Quand M. Camto était ministre, délégué à la justice, c'était lui qui était responsable de pouvoir simplement préparer le texte d'application. Il a préparé ce texte. Ce texte est à la présidence depuis Mathusalem. Il n'a jamais été signé. Ça ne demande qu'une signature. C'est des informations. Deuxième chose, c'est une information vraie. Deuxième chose, je dis, il faudrait, M. Noufele, que les Camerounais cessent d'être complices. Nous vivons dans un environnement où nous voyons un jeune magistrat, nous voyons un jeune douanier, nous voyons un jeune inspecteur des impôts. À peine il a 5 ans d'exercice, qu'il a une rose villa. Tout le quartier le sait. Je dis qu'il est temps, peut-être aussi, que les Camerounais, le peuple camerounais, qui sait se lever à chaque fois quand il est victime d'abus, que ce peuple-là commence à se lever contre les prévaricateurs. Parce que ce n'est pas la machine d'enquête de M. Biya qui va pouvoir venir régler ça aujourd'hui. Alors, pour les propositions, Faustin Ndikam, avec cette lutte contre la corruption qui est de plus en plus critiquée, quelle nouvelle stratégie faut-il mettre en place pour débarrasser le Cameroun de cette gangrène, pour changer les mentalités, alors qu'on a vu la CONAC mettre devant les administrations publiques que le service public est gratuit, et pourtant les usagers sont toujours contraints de monnayer certains services publics. Comment lutter contre cette corruption? Comment mettre fin à ce détournement massif des fonds publics au sein de la haute administration? Je voudrais d'abord dire que Edgar Alain Mebengo n'est pas le diable que l'on peint, mais c'est le produit d'un système. Et ce système qui a nivelé le renouveau aujourd'hui doit s'arrêter. Pourquoi? Il faudrait faire des propositions concrètes. Le président de la République doit revenir sur sa décision de 1991. Lorsqu'il a demandé, il a autorisé les fonctionnaires à commencer aussi à faire des affaires. Ça a ouvert la porte à tout ce que Angelbert disait tout à l'heure relativement à ces jeunes fonctionnaires qui s'enrichissent une fois arrivés, qui construisent des châteaux, ainsi de suite. Les fonctionnaires ont commencé à faire des affaires, à créer des établissements. Vous allez dans un ministère, quelqu'un est DAG, il a 10 établissements au nom de ses enfants, au nom de ses femmes, ainsi de suite. Et voilà comment les gens arrivent à piller et à prendre en otage la fortune publique. Il faudrait revenir sur cette décision. Souvenez-vous que c'était la même décision de 91 où il a décidé, où le président avait décidé que la journée de travail soit désormais continue. C'est dans la même décision. Vous voyez que les fonctionnaires peuvent aller faire de l'agriculture, c'est-à-dire des affaires, et ainsi de suite. Et les gens se sont mis à piller les caisses de l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre en place un mécanisme sérieux de maîtrise de la dépense publique. Il n'y en a pas. Parce que vous avez vu les instruments de lutte que nous faisions évoquer ici tout à l'heure. Ce sont avérés être des instruments totalement budgétivores où il y a beaucoup plus même de corruption. Vous avez vu ici récemment avec la CONAC le dossier de Congel-Camp. C'est une honte. Où on vous dit qu'on a commencé à faire une enquête sur une entreprise en 2005 alors que la CONAC a été créée en 2006.
C'est une honte. Personne n'a parlé de cela. Alors, il faudrait enfin que le président de la République décide qu'on applique l'article 66. Mais c'est lui qui doit signer. Quand l'article 66 sur la Constitution sera appliqué, nous n'aurons plus les Mebengo, les colonels Mboutou, les machins et autres qu'on a mis en prison et qu'on présente aujourd'hui comme étant ceux qui ont le plus pillé. Si je vous dis, ceux-là sont des lampistes à côté de ceux qui ont pillé ce pays. Et quand viendra le temps d'ouvrir les dossiers, vous verrez, vous comprenez de quoi je parle. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Angelbert Lebon d'Achua, d'être venu sur ce plateau. Merci Edmond Kamga d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, Faustin Ndikam et André Luther Meka d'être venus sur ce plateau. On va le poursuivre dans les coulisses, messieurs. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi Droit de réponse. Merci de rester sur Equinox Télévision.